Madame la ministre, nous entamons ce 5 juillet la deuxième lecture du texte de la loi Travail. Le président de la République a annoncé jeudi dernier que, quoi qu'il arrive, il irait jusqu'au bout. Jusqu'au bout de quoi? D'une loi dont la version que nous avons examinée jeudi en commission des affaires sociales fâche à peu près tous ceux qu'elle concerne? Ou d'un débat dont les députés ont été privés en première lecture parce que le Premier ministre se montrait incapable de convaincre sa propre majorité de le voter? Irons-nous au bout d'un texte qui prétend rien de moins que de moderniser le dialogue social? Irons-nous au bout d'un débat qui, parce qu'il nous a été refusé à l'Assemblée nationale, s'est invité dans la rue, de jour comme de nuit et encore aujourd'hui? Ce que le groupe Les Républicains rejette à travers cette motion, c'est tout à la fois le fond et la forme. Je commencerai par la forme. Une première version d'un texte non soumise aux partenaires sociaux qui fuite dans la presse et allume la mèche côté organisations syndicales et associations de lycéens et d'étudiants. Une deuxième version qui souffle sur les braises et suscite le mécontentement des chefs d'entreprise sans calmer la colère de ceux qui appellent à manifester contre. C'est pourtant cette deuxième version, pour le moins controversée, qui est soumise en première lecture à l'Assemblée nationale. D'abord en commission des affaires sociales, le 5 avril, avec le dépôt de 1000 amendements, puis en séance, dans cet hémicycle, le 3 mai, avec 5000 amendements. Vous connaissez la suite. Un Premier ministre affaibli saisit le 49.3 et met le feu aux poudres. Un président de la République amnésique qui oublie ses promesses de campagne, trahit son camp et se retrouve une nouvelle fois dans le rôle du pompier pyromane. Un examen du texte par le Sénat qui, en toute logique, car majoritairement de la droite et du centre, réécrit le texte dans l'espoir qu'il ait quelques rapports avec son titre originel, instituer plus de liberté et plus de protection pour les entreprises et les actifs. Ce qui devait arriver arriva, le texte est revenu à l'Assemblée nationale pour sa deuxième lecture. En commission des affaires sociales jeudi dernier, le rapporteur s'est évertué à supprimer toutes les propositions des sénateurs. Les députés de la majorité ont redit leur opposition ferme et définitive à au moins 5 articles vécus comme autant de chiffons rouges, et nous les Républicains avons bien tenté d'éloigner les bombardements de ce texte, sans succès, hélas. Alors j'en arrive au fond. Que reste-t-il de ce texte dont les Français déclarent pour plus de la moitié d'entre eux ne pas savoir exactement ce qu'il contient et que par définition ils rejettent majoritairement? Même pas le titre. Oubliez la liberté, la protection des salariés. Place à la loi travail, modernisation du dialogue social, sécurisation des parcours professionnels. Évacuez l'objectif premier de l'article 1, censé inscrire en préambule du Code du travail les principes fondamentaux, les droits et devoirs élémentaires qui devraient régir les relations dans l'entreprise entre l'employeur et le salarié. Édulcorer l'article 2, qui voulait donner la primauté aux accords d'entreprise, mais qui trouve sa portée limitée par les dispositions de l'article 13, avec la prééminence redonnée aux branches professionnelles. Maintenu, en revanche, l'article 8, qui conforte le mandatement et étend son périmètre à l'ensemble du champ de la négociation. Les petites entreprises ne vous disent pas merci. Inventé à l'article 29 bis A, une instance dite de dialogue social dans les réseaux de franchise, une mesure surprenante, mais aux arrière-pensées bien comprises. Conforté à l'article 21, le compte pénibilité, partie prenante du compte personnel d'activité. Ce compte pénibilité, combien de fois faudra-t-il vous le répéter, se révèle inapplicable, coûteux et au final injuste. Les entreprises et les branches travaillent depuis des mois sur la mise en œuvre des 6 nouveaux critères. Ils se heurtent à l'impossibilité non pas de mesurer la pénibilité d'un poste, mais l'exposition individuelle d'une personne à ce poste. Sans compter l'inanité des seuils, comment expliquerez-vous à un ouvrier qui travaille 115 nuits par an qu'il n'est pas exposé quand son collègue qui en fait 125? Et si c'est si facile, alors appliquez-le dans la fonction publique, par exemple hospitalière, car curieusement, ce que vous demandez aux entreprises, vous ne l'appliquez pas dans la fonction publique. Faites le test pendant 6 mois et vous aurez la preuve que lorsque les chefs d'entreprise vous disent qu'ils ne peuvent pas, ils sont de bonne foi. Enfin, cessez de faire croire que vous êtes les seuls à vous préoccuper de santé au travail.
Dois-je vous rappeler que les 10 critères de pénibilité ont été fixés à l'occasion de la réforme des retraites de 2010 menée par le gouvernement Fillon sous la responsabilité d'Éric Woerth. Ce compte pénibilité va coûter une cotisation de base due par tous les employeurs, même ceux non concernés par les facteurs de pénibilité, correspondant à 0,01% des rémunérations de l'entreprise, ainsi qu'une cotisation due par les employeurs de salariés, eux, exposés, égale à 0,1% des rémunérations des salariés exposés pour 2015 et 2016, puis 0,2% à partir de 2017. S'ajoute à cela pour les entreprises qui comptent des salariés exposés à plus de 2 critères de pénibilité, un doublement de ces mêmes cotisations. À terme, ce compte pénibilité va peser très lourdement sur la compétitivité des entreprises comme sur l'attractivité de notre pays. De grâce, renoncez-y. Je ferme la parenthèse et j'en reviens au texte. Au final, vous aurez repoussé toutes les propositions de notre groupe Les Républicains, que vous caricaturez d'ultralibéral quand elles n'ont pour seule ambition que de répondre ni plus ni moins, mais concrètement, à la demande des entreprises dont les exigences restent invariablement les mêmes: moins de charges, moins de complexité, en somme plus de liberté. Car là est le principal écueil. Cette loi, au lieu de moderniser le dialogue social, va le corseter encore un peu plus. Au lieu d'adapter notre droit aux évolutions du marché du travail, va le figer encore davantage et au lieu de multiplier les opportunités offertes aux demandeurs d'emploi, va les limiter. Madame la ministre, lorsque vous avez pris vos responsabilités, j'ai eu un instant espoir que vous alliez comprendre le message de ceux qui créent les emplois dans notre pays. Vous le rappelez d'ailleurs régulièrement. 80% des embauches sont le fait de petites et moyennes entreprises. J'ai eu un instant l'espoir que vous alliez vous attaquer frontalement à la première des inégalités sociales. Je veux bien sûr parler du chômage. Je vous avoue avoir commencé à m'inquiéter quand, dans les auditions auxquelles nous avons assisté, les mots chômeur, travailleur indépendant et les notions même de mobilité professionnelle et géographique ou de gestion prévisionnelle des compétences au niveau des territoires étaient bien peu prononcés. Je me suis franchement inquiétée quand j'ai constaté que vous tourniez de plus en plus le dos au bon sens, prisonnière que vous étiez d'un paritarisme dont il faut avoir le courage de reconnaître qu'il est aujourd'hui à bout de souffle. J'en veux pour preuve le récent échec de la négociation sur la nouvelle convention d'assurance chômage, dont le déficit cumulé atteindra 30,2 milliards d'euros fin 2016. Ce n'était pas arrivé depuis 30 ans. Pourquoi cet échec? Vous prétendez faire confiance aux partenaires sociaux, mais vous multipliez les annonces tonitruantes qui grippent la démocratie sociale, comme la non-dégressivité des allocations ou la taxation des contrats courts. Sans véritable réforme de l'assurance chômage, vous savez parfaitement qu'il n'y a aucune chance de fluidifier le marché du travail. Chacun connaît le paradoxe. 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, mais 300 000 offres d'emploi non pourvues et 286 000 travailleurs détachés. Pas plus tard qu'hier, avec mon collègue Thierry Benoît, nous réunissions des chefs d'entreprise de nos 2 bassins les plus industriels de Bretagne, Vitré et Fougères. De quoi souffre-t-il? D'une pénurie de candidats sur des métiers en tension, la maintenance industrielle, l'électronique, le management. Que constate-t-il? Que notre pays ne sait toujours pas anticiper les besoins en formation et qualification et a renoncé à promouvoir son industrie. Là encore, Madame la Ministre, je croyais naïvement que vous alliez vous atteler à tous ces chantiers et ainsi contribuer à sauver un quinquennat durant lequel, au fond, rien n'aura été épargné aux entreprises et par voie de conséquence aux salariés que vous trompez quand vous dites les protéger. Quand vous alourdissez les charges et les normes qui menacent la compétitivité des entreprises françaises soumises à la concurrence mondiale, c'est d'abord leur capital humain que vous mettez en danger. Mais ce principe de réalité, j'ai bien compris qu'il n'inspirait pas le logiciel de pensée de la gauche dont vous êtes les représentants. C'est et cela restera une profonde et je le crains irréconciliable divergence entre nous. Alors à cet instant, au-delà du contenu du texte ou de ce qu'il en reste, la question est sur toutes les lèvres. Le débat démocratique aura-t-il lieu ou sera-t-il confisqué? Pour la 4e fois depuis 2012. Vous aurez en effet remarqué que si le président de la République et le Premier ministre prônent le dialogue, ils y mettent une condition sine qua non, que vous soyez d'accord avec eux.
À défaut, ils usent et abusent de l'article 49.3 de la Constitution qui leur permet de contourner le Parlement. Ce passage en force, dont je rappelle que leurs prédécesseurs Nicolas Sarkozy et François Fillon n'avaient pas fait usage, alors même qu'ils avaient eu à affronter des manifestations d'opposition aux réformes des retraites, des universités ou du service minimum. Ce jeudi, le lendemain d'une énième rencontre avec les organisations syndicales et le jour même de votre rencontre avec le patronat, le président de la République déclarait « La loi sera votée et promulguée dans les délais prévus. Je souhaite qu'une majorité puisse être trouvée. À défaut, il sera de nouveau recouru au 49.3. » Voilà une drôle de conception du dialogue, surtout venant de celui qui devrait avoir l'humilité d'admettre que si nous en sommes arrivés là, c'est d'abord par sa faute. On ne peut se faire élire sur des slogans, puis tourner le dos à ses promesses sans susciter le rejet du peuple. Avec cette loi, c'est précisément ce qui est en train de se passer. Une loi qui aura en définitive fait davantage parler d'elle pour ses manifestations, blocages et autres exactions intolérables que pour sa contribution constructive au développement économique et à la cohésion sociale. Parce que sur le fond comme sur la forme, le compte n'y est pas, le groupe Les Républicains vous invite à rejeter ce texte. Je vous remercie.